bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode spécial draft. Pas le premier, pas le dernier, mais celui-là est un peu particulier parce qu'on a un invité qui revient avec une nouvelle coupe de cheveux déjà depuis l'année dernière et surtout avec une expérience March Madness et une expérience aussi chez First Team. Donc voilà, un peu plein de nouvelles choses et surtout on est là pour parler d'Allen Graves du coup, sélectionné au premier tour qui a donc joué à Santa Clara la saison dernière. Et du coup, pour parler de ça, reçoit Alan Guillou. Alan, comment ça va? Salut Azad, salut Baptiste, ça va bien? C'est- Tu m'avais dit l'année dernière quand on s'était parlé que je reviendrais un an après avec un troisième top 20 de draft en 5 ans une- et la meilleure saison du programme en 30 ans, je t'aurais signé direct. Donc, vous m'avez porté chance, donc avec plaisir d'être là pour parler d'Allen. Trop cool. Et puis du coup, bien sûr, on est avec aussi Baptiste. Baptiste, comment ça? T'as mis ton meilleur maillot du Brésil. T'as mis un maillot bleu quand même pour représenter un peu l'équipe de France, mais t'as choisi celui qui avait le plus d'étoiles, quoi. Non, en plus, comme je disais, je peux pas trop me les voir, leur équipe du Brésil cette année. C'est le premier truc que j'ai trouvé dans mon armoire. Voilà. Il est ample, il me tient pas trop chaud, mais écoute, ça va. Et en vrai, je suis super content parce que c'est un prospect. En plus, je trouve, les prospects de Santa Clara ont toujours un côté assez fascinant, ne serait-ce que par leur histoire, parce qu'un prospect de Santa Clara qui arrive à la draft, en théorie, même si maintenant ça devient une habitude, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Et je trouve que même de ce que j'ai vu, Allen Graves, c'est un joueur qui est assez fascinant à regarder. Et puis faire ça avec Alan, on a porté chance à Alan cette année, donc on espère que ça portera, que l'année prochaine sera la meilleure saison en 31 ans du programme. Ouais, c'est sûr que le profil est assez intriguant et surtout, je pense qu'il y a un truc. En plus, on en avait parlé l'année dernière en termes de stats et un truc qui revient souvent dans ce qu'on fait, c'est parler de la bataille des possessions, des équipes qui cherchent à gagner la bataille des possessions et des joueurs qui font gagner la bataille des possessions. Et je pense qu'Allen Graves, quand on va parler un peu du scouting report, son impact statistique, c'est clairement des choses qui vont ressortir. Mais peut-être avant ça, du coup, Alan, si tu veux nous dire comment vous avez découvert Allen et peut-être qu'est-ce qu'il a ramené du coup jusqu'à Santa Clara et jusqu'à ce programme. Ouais, bah c'est une histoire un peu dingue. Comme Baptiste l'a dit, c'est vrai que pour les gens qui écoutent le podcast et qui sont pas peut-être pas les spécialistes ou qui sont pas à fond NCM, pour nous le programme qu'on est, c'est pas possible pour nous de recruter des prospects NBA directement quoi. Des gars labellisés prospects NBA, ce qu'on appelle des prospects 5 étoiles, des top même des top 50 là. La plus grosse recrue du programme qu'on a eu en termes de classement, parce qu'il y a des classements avec des agrégats et tout, c'est quelqu'un qui était peut-être 130e, 135e. Et quand il est venu chez nous, c'était un gros truc, tu vois. C'était un peu en mode, wow, Santa Clara, ils ont réussi à recruter un gros prospect 4 étoiles, le programme commence à monter. C'est un gars qui jouait d'ailleurs chez nous cette année et qui a fait une saison solide en tant que freshman. Euh, et donc en fait, nous on n'a pas les joueurs qui arrivent et qui sont directement labellisés prospect NBA. Euh, Allen Graves, on l'a recruté, donc en fait la première fois qu'on l'a vu c'était donc en AAU, donc c'est un peu les championnats locaux liés aux marques de chaussures. C'est-à-dire que c'est des trucs aux États-Unis où c'est lié aux marques de chaussures. Il jouait dans la plus grosse ligue, donc la ligue de Nike. Mais en fait, il était backup dans son équipe, AAU. Le pivot titulaire de son équipe AAU, c'était Chris Senak, Ok. qui s'est fait drafter cette année aussi, qui était lui un gros gros prospect au lycée en Hmm. Louisiane, qui a été à la fac de Houston, qui est un prospect 5 étoiles. D'ailleurs, qui s'est fait drafter derrière Allen Graves, ce qui est quand même Hmm. incroyable, parce qu'Allen Graves était son backup. Euh, En fait, donc il vient de Louisiane, il joue pour le programme, le plus gros programme AU de Louisiane. On a une relation avec le directeur de ce programme Ouais. qui connaît très bien nos assistants. On a recruté un de leurs joueurs il y a 5 6 ans d'ailleurs qui a signé hier au Mans. Euh, Ok, Carlos ouais, Stewart. Carlos Stewart, donc qui a fait 3 ans chez nous, qui a fait une très bonne première saison en Europe là en Italie et qui À va jouer au Mans. Varese. Ouais, à Varese qui va jouer au Mans l'année prochaine. Il vient de Louisiane et il jouait pour ce programme AAU. Et en fait,
son coach avait un peu aidé à ce qu'il vienne à Santa Clara. Et un peu pareil, lui, il n'était pas un gros prospect parce qu'il fait 1m80 et qu'il avait un tir un peu bizarre. Mais en fait, c'est un excellent shooter, comme je pense la Betclic va le voir l'année prochaine. Donc, donc notre coach, il a un peu une relation avec le directeur de ce programme. Et en fait, le gars il lui a dit faudrait que tu regardes notre backup pivot. C'est un mec qui est un peu sous-coté, mais je pense qu'il a vraiment le niveau pour vous. Donc, on a commencé à le regarder. En fait, à l'époque, Allen, il était complètement surpoids en fait. Il faisait 245, 250. Euh, Ok. il grandissait encore, mais il était vraiment en surpoids. Euh, il pouvait pas, il dunkait à peine. Euh, il bougeait bien, mais il bougeait pas très bien. Mais sur le film, ce qui était apparent, c'était les deflections, les stocks, le rebond. Donc les stats au rebond, les stats au bloc, c'est des trucs qu'on regarde beaucoup. Aussi les stats, le ratio contre par faute Ouais. en AAU en fait. Beaucoup de gars font des. Il n'y a pas de limite de faute. Donc, beaucoup de gars peuvent avoir certains des blocs, mais si tu fais 10 fautes dans un match de 32 minutes, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Et en fait, lui, il avait un très bon sens du timing, il avait des stocks, et en fait, il commençait un peu à tirer à 3 points. Et nous, honnêtement, ça nous suffisait. Honnêtement, c'était en mode. Parce qu'en fait, si tu es un backup en EYBL, donc c'est-à-dire que les équipes EYBL, donc les meilleurs, souvent les gens ils voient ça sur Internet, ils savent pas vraiment ce que c'est, genre Team CP3, Team, ce truc comme ça. En fait, ces équipes-là, elles ont genre, tous les joueurs de l'équipe, c'est des joueurs de D1, et il y a des équipes qui ont genre 5 ou 6 joueurs qui vont aller en ce qu'on appelle High Major. C'est-à-dire que le pivot titulaire, il va aller à Kentucky, son meneur, il va aller à NC State, son ailier, il va aller à Tennessee. Enfin, ces équipes-là, les prospects, il y a vraiment énormément beaucoup de prospects. Donc en fait, même les backups dans ces équipes-là, ce sont des très bons joueurs. Et donc nous, on se disait, ok, ça peut être un très bon joueur de college. Euh, et en fait, il commençait à avoir un peu de buzz. Euh, il avait Xavier, Oklahoma, Texas A&M qui commençait un peu à s'intéresser à lui. Bon, alors, il commençait un peu à l'appeler, mais nous, en fait, on l'a appelé et direct, on a été hyper agressif. On a dit, voilà, on te veut, t'es notre priorité. Et 3 semaines après, il est venu en visite et il a commit durant la visite. Il a dit, voilà, moi, j'adore tout ce qu'il y a ici, je vous fais confiance. Sa sœur, elle avait été à Auburn et ça s'était pas très bien passé. Et son frère, il était à LSU et ça s'était passé un peu. Donc, il n'avait pas l'image de, il faut absolument que j'aille dans une grosse fac pour réussir. Puis nous, voilà, on venait de mettre Jalen Williams et Podziemski à la draft. C'était en 2023, on venait d'avoir deux gars à la draft, donc ça s'est fait comme ça. Mais pour dire aux gens ce qui nous avait plu pour lui, c'était ça. Donc c'était un gars qui était en surpoids, donc on pensait qu'il allait pouvoir encore grandir un petit peu et on pouvait bosser sur son corps. Et il avait tous les intangibles de euh, stocks, un peu de tir à 3 points, du toucher et le rebond. Vraiment, le rebond, il était très très fort au rebond. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, il a fait sa dernière année lycée. Il a perdu beaucoup de poids. Il a tout cassé. Je crois qu'il était à 22 points, 16 rebonds sa dernière année au lycée. Il est Gatorade Player of the Year dans l'état de Louisiane. Et il vient chez nous. Et après, voilà, on en reparlera, mais il redshirt sa première année. Parce qu'on a deux postes 4 qui sont plus vieux que lui. Euh, Pas qu'il n'aurait pas pu jouer, il aurait pu jouer clairement, mais on a joué un peu le long Hmm. terme. Et ensuite, deuxième année, bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tout le pays. Mais c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de tout le pays. Genre, possession par possession, son impact, il est exceptionnel. Mais Mhm. du coup, le tracé, c'est que vous le signez, il lui reste une année de lycée. Hmm. Ok. Et donc. Mais sauf que Donc, lui, il est déjà engagé. le recrutement, que ça se passe souvent. Souvent, les joueurs, ils veulent commit avant que leur dernière année de lycée, elle débute. Donc, on va dire que la grosse période charnière du recrutement pour les joueurs, c'est-à-dire que la saison AAU, elle commence en avril, elle se termine en juillet. Et souvent, ils veulent prendre leurs décisions entre juin et septembre, en fait. Mais si ils peuvent avoir une offre qui leur plaît beaucoup dès juin, après avoir joué en avril, en mai, devant des coachs, ils peuvent commit à ce moment-là. Certains vont commit un peu plus tard, ils veulent jouer le plus possible pour avoir le plus d'options possible. Voilà.
Mais oui, il a commit un an avant de. Il a 5 mois avant le début de sa dernière saison au lycée et un an avant de venir. Et sachant que du coup, pour remettre un peu de contexte, t'as dit le poids qu'il faisait, mais aussi il faut peut-être dire la taille pour ceux qui ne le Hmm. connaissent pas. Donc actuellement, je crois qu'il a été mesuré à 6,9. Ouais. Donc on parle de 2 mètres 0,6, Hmm. 0,8 plutôt, un truc comme ça. Et donc le poids que tu as dit avant, ça correspond à peu près à 115 kilos. Hmm. Sachant que c'était il y a quelques années quand il Il y s'est a 3 engagé. ans, Donc ouais. peut-être qu'il faisait pas cette taille non plus. Non. Donc voilà, il y a un vrai, il y a un peu décalage là-dessus. Hmm. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de ce qui vous a plu et qui s'est complètement transposé. C'est vraiment le côté, ce que je comprends bien, un instinct pour le jeu, quoi. Hmm. Ouais. Notre coach, il veut des joueurs. Un des premiers trucs qu'il dit, c'est just knows how to play. Euh, ça paraît bête, mais voilà, il faut que tu puisses passer, il faut que tu puisses prendre des décisions. Pour les bigs, il faut que tu puisses passer, il faut que tu puisses prendre des décisions sur le short roll. Il faut pas que tu perdes trop la balle. Si on te double au poste, il faut que tu aies un plan. Bien sûr, on va t'aider, on va te développer, mais il faut qu'on voit quand même qu'il y ait des petits instincts, des petits instincts sur ça. Il faut qu'il y ait un jeu de jambes qui te permet de te déplacer un peu dans les petits espaces pour créer des angles de passe ou créer des angles de lay-up. Il faut que tu puisses punir un mismatch. C'est-à-dire si on switch 1-5, 1-4, il faut que tu arrives à punir. Tout ça, c'est des choses qu'on évalue, nous, même dès le lycée. C'est des choses qu'on va bosser. Mais en fait, nous, moi, je pense toujours que c'est à notre niveau, c'est des fois plus important de renforcer des forces, en fait, plutôt que de parfois cacher des faiblesses. C'est-à-dire que à notre niveau, on peut vraiment gagner beaucoup de matchs avec des joueurs qui ont une ou deux grosses faiblesses dans un 5 de départ. Si à côté de ça, ils sont vraiment exceptionnels, ils ont une ou deux qualités, on va pouvoir les mettre en avant. C'est-à-dire par exemple un gars qui peut ne pas être athlétique du tout ou est pas bon du tout en défense, mais si voilà, c'est un shooter de grosse qualité ou un shooter de mouvement, bah, on va renforcer la force. Allen, il avait pas vraiment de qualité élite, mais il n'avait pas vraiment de qualité totalement négative. Juste pour moi, la qualité élite, c'est son moteur et ses instincts. Et ça, c'est vraiment pas simple à trouver, honnêtement, chez des joueurs de grande taille, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent faire des passes, qui peuvent dribbler, qui peuvent prendre des décisions sur le short roll, qui m'ont du toucher sur tout ce qui est push shot, qui m'ont montré du toucher sur du pick and pop. Et souvent, tu allies ça avec des chiffres de rebond et de contre et interception. Voilà, pour nous, c'était bingo. On ne savait pas que ça allait être un joueur NBA en 2 ans. Non, ça serait mentir. Mais on savait, on était tous quasiment sûrs que ça allait être un excellent joueur de college. Et la première année, du coup, quand tu dis vous faites redshirt, du coup, ça veut dire qu'il fait que les entraînements et pas les matchs? C'est ça. En fait, mais nous, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années, honnêtement. Euh, on se voit comme un programme sur le long terme et de développement. Et donc, l'année redshirt, donc c'est une année où en fait tu ne joues pas les matchs, mais donc dans notre programme, parce que moi je connais que Santa Clara, comment ça se passe, c'est-à-dire que tu as 4 workouts en plus individuels par semaine, tu as 45 minutes, 3 fois 45 minutes de plus de muscu par semaine, muscu et conditioning. Et donc on essaie de créer, on a un gars qui s'occupe du player development dans notre staff, qui fait un super taf et qui essaye de trouver deux, trois axes de progression. Et pour Allen, c'était le tir. Pas que vraiment que le tir, ça devienne, qu'on puisse avoir du volume euh, dès sa première année. Et son corps. Voilà, donc c'est-à-dire que on voulait qu'il joue un peu poste 5 dans notre ligue, on pensait que ça pouvait le faire, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre un peu de poids. Il faut être aussi Hmm. un peu plus rapide. On voulait qu'il puisse être un mismatch au poste 5 si on veut jouer du pick and pop, si on veut jouer du pick and roll central. Et donc, en fait, on a axé ça sur ça. Lui, en fait, honnêtement, il a la meilleure mentalité parce que à la fin de la pré-saison de sa première année, et quand on lui a annoncé qu'il voulait redshirt, il était énervé, mais il n'a pas du tout dit. La première question qu'il nous a posée, c'est qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai pas assez fait pour mériter ma place? Ce qui en dit beaucoup sur le caractère du joueur, entre guillemets. Et en fait, on lui a dit, ce qui lui a été dit, j'étais pas dans la conversation, mais en fait, t'as fait trop. C'est-à-dire que
t'as fait trop parce qu'on veut pas juste te mettre une fois 3 minutes, puis une fois 6 minutes, une fois 7 minutes, puis après tu te prends deux trois DNP parce que c'est comme ça, parce que on va aller, c'est un match un peu serré, on va faire jouer le gars qui a 23 ans plutôt que le gars qui a 18 ans. C'est comme ça que ça marche. En fait, lui, il a dit OK. Et en fait, il était dans ce qu'on appelle la scout team. Donc, tout ce qui est un peu. Quand on préparait des matchs, il était un peu dans l'équipe adverse qui préparait les Mm. systèmes pour tout ça. Et en fait, lui, il voulait juste détruire les autres, tu vois. Et il le faisait plutôt bien d'ailleurs. Il le faisait bien. Nos redshirts, ils font des matchs contre nos GA ou quelques coachs ou ce qu'on appelle des walk-ons, c'est-à-dire des joueurs qui sont sans bourse avant chaque match. Et lui, en fait, il détruisait tout le monde. Euh, il avait cette mentalité directement, mais il n'a jamais pointé du doigt, c'est votre faute, tout ça. Non, il a dit non, qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Et en fait, on a pu lui répondre rapidement, mais ouais, il a passé une année sans jouer. C'est pour ça que c'est pas vraiment un one and done, mais c'est un peu comme un one and done parce que ça, il se fait drafter pour sa première année NC en fait. Hmm. Du coup, il y a vraiment, pendant un an, vraiment le côté laboratoire de on va modéliser ton jeu et le bâtir, du coup, comme tu dis, en renforçant tes forces et travaillant quelque chose. Et après, du coup, il y a un peu une question que j'ai, mais qui va peut-être trop vite, mais si je comprends bien, le plan n'était pas forcément de faire ce one and done après l'année redshirt. Et il y a un peu ce truc de. Vous le saviez peut-être en interne, mais je crois que, en fait, assez rapidement dans l'année NCA, nous de loin, on l'a aussi assez rapidement eu dans nos radars parce que dans les modèles statistiques, il ressort très très vite et il est très très vite ressorti dès le début de l'année. Donc vous aviez le secret. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où vous vous êtes vraiment dit, ok, ce mec il est là un an et l'année prochaine il sera sans doute sur les Ouais, parquets NBA quoi. ouais, bah franchement c'est drôle parce que moi et un de mes collègues on faisait quelques blagues des fois à partir de janvier où j'envoyais des textos à certains de mes collègues en mode les gars il sera pas là genre l'année prochaine genre là c'est genre, mais c'est un peu la vision du nerd. Moi j'accepte que je suis un nerd tu vois. Parce qu'en fait s'il me dit c'est quoi tes arguments et je dis mais en fait on n'a jamais vu un gars si tu vas sur Bartarvik qui fait 5% de block percentage et 5% de steal percentage. Et en plus, je dis, et si vraiment tu trouves un mec qui fait ça, mais lui en plus il shoot à 40% à 3 points et il a de la taille, tu vois. Donc en gros, il a du playmaking défensif, mais il te tue pas en attaque parce il peut t'offrir du spacing. Donc pour ça, bon, pour des coachs un peu old school, là, je leur raconte un truc, eux, c'est pas ce qui les intéresse, tu vois. C'est un peu la vision. Des fois, c'est un peu Moneyball, tu vois, le film, tu vois, où genre, il s'assoit au début et il y a des discussions entre les scouts un peu old school et les scouts un peu une nouvelle génération, stats avancées. Bah là, c'est un peu pareil, mais le truc, c'est qu'en fait, mon staff, on est depuis 3 4 ans, on est un peu à fond dans les stats avancées. Genre, ces trucs qu'on utilise un peu plus. Et même mes coachs un peu old school, ils commencent un peu à le respecter et tout ça. Et en plus, là, maintenant, ils ont vu que bah, ça a mis Allen Mm. Greaves top à la draft. Donc, tu vois, c'est pas grâce à ça, mais il est un peu le porte-étendard des analytics un peu dans la draft. Donc, mais en fait, je vais te dire que sur les 2 premiers mois, il était exceptionnel toujours en défense, dans le playmaking défensif, mais en attaque, il était un peu ça- pas tout le temps incroyable. Et en fait, on a eu 2 3 meetings avec lui parce on lui a dit on a besoin de toi en fait, on a beson que tu punisses les mismatchs. Les équipes ont commencé à switcher 1-5 contre nous parce que sur pick and roll, souvent on tuait le drop et en NC, des fois il y a un peu de edge, mais on faisait un peu ce qu'on voulait contre ça. Donc, les équipes ont commencé à switcher un 5. On a perdu 2 matchs comme ça. Parce qu'en fait, il était des fois pas assez agressif pour essayer de punir le mismatch après sur le switch. Tu vois. Donc, on lui a dit on a besoin de toi. On a besoin que tu punisses ce switch. On a besoin que tu. Et en fait, lui, c'est une éponge, Allen. C'est-à-dire que quand tu lui dis un truc ou quand il va travailler sur quelque chose avec nos coachs, eh ben, il va le faire directement au match après. Je pense que les gens sous-cotent à quel point il y a beaucoup de joueurs qui bossent sur plein de trucs, mais après en match, ils vont pas tenter, ils vont pas essayer de faire ils vont avoir peur, bah, lui en fait, on a dit il faut que tu bosses sur ton poste, sur ton jeu au poste, sur les plus petits. Il bosse un peu, bam, match d'après, les 2 3 moves qu'on lui a montré, il les fait. On a besoin que tu prennes plus à 3 points. Tu pop, c'est bien, mais des fois tu fais des feintes et tu drives, ça va nulle part. On a besoin que tu tires plus.
bah, le mec, il a pris 9 3 points dans le match d'après, quoi. 8 ou 9 quoi, en 25 minutes. En fait, on lui a dit, on a besoin que tu fasses ces deux choses-là, que tu prennes plus de 3 points, on a besoin que tu scores plus, en fait. Et en fait, bah, peut-être que dans la tête des gens, vu que il est passé quasiment à allez, 15-8 en 22 23 minutes, c'était plus un prospect NBA. Pour moi, ça n'a rien changé, parce que je savais déjà que c'était un joueur d'impact, possession après possession. On a une métrique de bataille des possessions où il fait qu'en fait, le gars, il détruit tout, en fait. Euh, Possession après possession sur ça. Mais je pense que le fait que son scoring prenne un peu de volume et qu'il prenne confiance dessus, ça a été un peu le tournant. Parce qu'on va pas se mentir non plus, on est en mid-major, donc un prospect NBA est censé peser au scoring, quoi. Tu es censé peser au scoring contre des joueurs qui, voilà, dans la ligue où on a joué cette année, il y a quoi? Il y a 5 6 gars qui vont faire la Summer League. Et le reste, ils vont sûrement jouer en Europe. Voilà. Donc, si tu es un prospect NBA du premier tour, tu es censé peser au scoring. Et c'est ce qu'il a fait sur la deuxième partie d'année. Il en met 33 il met 31 sur un match. Il arrive à 20 points sur pas mal de matchs aussi. Et donc, c'est ça qui l'a fait aussi prendre plus confiance en lui-même, je pense. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est marrant parce que du coup, c'est ni ce qui est attendu de lui sur le schéma NBA que ce soit une menace au scoring, et Mm. c'est pas sa force, c'est pas pour ça que c'est un profil intéressant, mais en fait, c'est ça qui va créer de l'engouement peut-être de manière plus générale autour de lui. C'est ça Mm. aussi qui est un peu compliqué dans l'évaluation de prospect, c'est t'as envie que le gars il ait un impact parce qu'il joue contre des joueurs qui sont censés être plus faibles de ce qu'il va rencontrer après, donc il est censé pouvoir dominer là-dessus, Mm. mais c'est sûr que dans les metrics, quand on avait un peu échangé par message autour de ça, justement, les metrics, la bataille des possessions, moi, c'était le premier truc qui était ressorti. Je me dis, mais comment c'est possible? Et ce qui était cool, c'était de découvrir justement à travers les metrics et après de voir les images de match. Parce que du coup, en match, ce que je trouve, moi, un truc que j'aime beaucoup dans ces joueurs-là, c'est que quand il a le ballon dans les mains, déjà, je trouve que finalement, on a parlé beaucoup de son toucher et de ces choses-là, mais c'est pas un porteur de balle. Donc, c'est vraiment un joueur qui va quand même avoir des qualités où il va avoir besoin d'être très bon sans toucher le ballon. Et c'est là où tu vois les vrais joueurs à impact. C'est les joueurs qui font gagner des matchs sans forcément avoir besoin du ballon dans les mains. Et je trouvais que dans l'activité au rebond, et même en fait, il y a des rebonds qui s'enchaînent. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ils ont du savon à côté dans les mains, ou c'est juste qu'en fait, non, lui, il a une coordination main-œil et un sens du timing qui rejoint un peu aussi ce que vous aviez vu sur l'aspect de il fait pas de faute. Il a un gros block percentage où il a beaucoup de comptes par match dans les camps de Nike, mais par contre, il fait pas beaucoup de fautes. Et je trouve que le pas beaucoup de fautes revient aussi dans ce qu'il fait avec un ballon, combien de temps il le garde dans les mains, quelle situation il va chercher. Je trouve que ça s'est vu aussi au fur et à mesure de l'année, à force de mieux attaquer les mismatchs. Il y avait parfois plus un deuxième joueur qui venait sur lui, et lui a réussi justement à être aussi un joueur de passe, parce que son jeu de passe a quand même pas mal aidé aussi à faire que ce soit pas juste un joueur qui peut punir le mismatch avec le scoring, quoi. Ouais, clairement. Il a quand même fait pas mal de fautes cette année. Mais en fait, nous, on s'en fiche. On a fait un peu d'études de data, un peu des réductions linéaires avant l'année dernière, statistiques. Et en fait, on a vu qu'il y avait en NCA, pas en NBA, Hmm. mais en NCA, il n'y a pas vraiment de lien entre j'ai une bonne défense et c'est parce que je fais pas beaucoup de fautes. Ok. Euh, Beaucoup de très bonnes équipes défensives comme Houston, comme Iowa State, comme Tennessee, elles font des fautes. Il y a plein de fautes, quoi. Plein, plein de fautes. Mais elles se forcent à prendre des 3 points et elles font des fautes. Voilà. Donc, on a essayé un peu de s'inspirer un peu de ça. Donc, on a vraiment laissé nos protecteurs de cercle être ultra agressifs sur beaucoup de choses. Donc, oui, ils prenaient des fautes. Puis comme je disais, j'ai la chance d'avoir un staff qui est moderne et qui s'adapte. Donc, mon boss, il m'a dit, il y a 30 ans, j'aurais jamais fait jouer un gars qui a 2 fautes sur la première mi-temps, mais cette année, on le faisait en fait. Voilà, parce qu'on lui a montré que ça avait pas de sens. Hmm. Ça avait pas de sens en fait de pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'il a pu. Je pense qu'on l'a mis dans un bon schéma pour qu'il montre ses qualités, mais en même temps, il était aussi le schéma notamment sur tout ce qui est bataille des possessions, rebond offensif. En fait, lui, il le dit lui-même, il dit qu'il veut juste plus que l'adversaire, en fait. C'est pour ça qu'il va au rebond. Il a dit, hein,
Moi, il me l'a déjà dit une ou deux fois. Il m'a dit, c'est pas du talent. Il m'a dit juste, je veux plus que l'adversaire. Il se rend pas compte que c'est une forme de Ouais. talent, en réalité. Et je pense qu'il y a aussi un côté, tu vois, où le côté lecture de jeu rentre forcément en compte. Enfin, un joueur qui, par exemple, que moi je connais en NBA, mais Josh Hart, c'est un super rebondeur aussi parce que, d'accord, les winning plays, etc., etc., mais parce qu'il a un sens de lecture qui est assez exceptionnel. Et je trouve qu'il y a un peu ça avec Allen Graves aussi. C'est que, enfin, quand tu le vois, c'est évidemment, il y a le côté hustle et envie qui déborde, mais sur le playmaking défensif, je trouve que ça se voit encore plus. Parce que je sais pas si vous le considériez, je pense, si, comme le protecteur de panier de l'équipe. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est 10% de bloc et steal percentage en cumulé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a ça sans avoir un côté où c'est pas non plus le joueur le plus vertical de NCAA que j'ai vu ou le prospect le plus vertical de NCAA. Et en fait, il y a un côté où il a des mains qui sont, je trouve, tellement rapides, tellement précises. Et c'est vrai que dans un contexte NCAA où, du coup, comme tu dis, enfin, vous lui avez permis de encore plus se lâcher sur le playmaking défensif, ça donne un cocktail qui est assez génial. Et je trouve que ça, c'est ça qui est marrant parce que c'est ça les intangibles qui font que son profil est intéressant, je trouve, pour la NBA. D'autant plus, je sais pas si vous en avez parlé avec lui, mais le côté où la NBA tend aussi de plus en plus vers ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il a en tête ou pas forcément? Ouais, clairement, il sait. Mais il sait que pour lui, il va pas dire que c'est analytics ou que c'est quelque chose comme ça. Et pour lui, c'est juste Mm. impacter la vie, le impact winning, c'est ce qu'ils disent ici, tu vois. Ouais, je suis juste un joueur qui. Mais lui, en fait, il le sait que euh, s'il veut faire sa place, il doit être le glue guy, le superstar glue guy. Il le dit lui-même. Et pour lui, c'est ça qui est assez dingue, c'est que souvent, même, et ça que les gens ne se rendent pas compte, hein, mais c'est que les superstars glue guys de NBA, c'était des fois c'était des superstars lycéennes ou des superstars de collège qui prenaient 15 tirs par match et des ISO et tout. La NBA, le niveau NBA, il est exceptionnel. Les gens ne se rendent pas compte souvent en termes individuels, les joueurs de bout de banc NBA, à quel point c'est très fort joueur NCAA. Ce qui est marrant avec Allen, et ce que j'en parlais avec quand des scouts NBA des fois nous appellent ou sur nos entraînements, c'est qu'en fait c'est comme si lui il avait déjà le rôle qu'il avait qu'il allait avoir en NBA, ce qui pourrait être un red flag parce que tu te demandes est-ce que ça va monter en intensité, ça va monter en côté athlétique, ça va monter en niveau, comment il va gérer ça? Donc ça c'est quelque chose qui je pense à la Summer League et sur les premiers mois NBA on va regarder un peu en mode ok comment il gère tout ça, mais lui contrairement à d'autres et c'est souvent le plus dur, lui en fait il accepte ce rôle. Euh, il sait que les gens seraient surpris souvent de voir comment beaucoup de joueurs refusent en fait Mm. d'être autre chose que ce qu'ils ont toujours voulu être ou d'être autre chose que ce qu'on les projetait, c'est-à-dire balle en main, créateur, création. Lui, Allen, il n'a jamais été ça en fait. Ça a toujours été un mec en bout de chaîne en fait. Il a toujours été un joueur de bout de chaîne. Malheureusement, aux États-Unis, quand tu es un big, souvent tu es un joueur de bout de chaîne, même en plus jeune, parce que il y a beaucoup, le ballon est beaucoup dans les mains des guards. Euh, mais il sait, on en parlait souvent lui et moi. Je disais, tu sais que tes stats avancées en termes de rebond offensif, euh, contre et interception, c'est du jamais vu, hein. Et il me disait, ah ouais, je dis ouais, franchement, c'est impressionnant. Je lui ai dit, à part Matisse Thybulle, il y a quasiment personne qui a été genre à 5 et 5 sur une année, tu vois. Genre 5 et 5 c'est exceptionnel. Et il me disait, ok. Et genre, il me disait, il faut que je le montre. Et le match d'après, je crois qu'il fait 6 interceptions, genre, en un match. Il me dit, attends, ça a monté mon. Il me dit, ça. Mais le contre qu'il me dit, c'est. J'ai eu, oh merde, tu vois, j'ai eu zéro contre, ça va me faire baisser mon, euh, mon pourcentage de bloc. Donc il le savait, tu vois. Il le sait. Il sait qu'il est un peu la darling des analytics. Mais en même temps, je pense que les front office sont de plus en plus meilleurs dans tout ce qui est évaluation de prospects et joueurs. Ouais. Alors, je pense qu'Allen Graves, Allen, il y a 20 ans, il n'aurait pas été drafté top 20. Et je pense que ça aurait été plus négatif que positif. Euh, Ouais. je pense qu'il le sait et je pense qu'il est. Mais je pense qu'aussi il va vouloir montrer qu'il est plus que ça, que le connaissant et c'est pour ça qu'il va vouloir qu'il bosse énormément et il pense qu'il peut faire un petit peu plus. Mais il va t'amener ce plancher chaque match, rebond,
moteur, IQ. Et ça, à sa taille, à son âge, franchement, c'est rare. Et Et moi, ah, peut-être genre juste une question sur ce qu'il va apporter. Moi, mon doute, peut-être sur son profil quand je le regardais, peut-être que Baptiste avait la même question, mais et son shoot, parce que du coup, on est à 40% à 3 points, Hmm, mais l'échantillon est quand même assez petit, entre guillemets. Enfin, c'est une saison NCAA, je sais pas à quel point c'est quelque chose qu'on pour dit nous de solide. l'extérieur, en tout cas, pour nous de Ouais, l'extérieur, c'est vrai que bon, on en a vu des saisons où ça va un peu dans tous les sens. bien sûr. Enfin, Rich Shepard, 50%, on savait que c'était pas tenable, quoi, des trucs Hmm. comme ça. Mais pardon, je te relaisse la parole à Zad. Mais il y a aussi le truc aussi, on a aussi 75 ou 76% au lancer franc. 75, ouais. Hmm. Donc, c'est quand même encourageant, quoi. Ouais, je pense que sur le tir, moi, ça fait 2 ans que je le vois tous les jours à l'entraînement. Donc, je pense que le catch and shoot, il est réglé. Je pense que tout ce qui est autre chose qu'un un pur catch and shoot, et s'il m'entend, il sera pas content, mais je le dirai. C'est quelque chose qui doit travailler encore. Euh, mais tout ce qui est donc sur pick and pop et sur simple catch and shoot, c'est une mécanique un peu lente. Hmm. Une mécanique où les pieds sont dans le ciment un peu et un peu écartés. Mais il a un vrai toucher. Donc moi je pense que tout ce qui est catch and shoot, ça va aller. Tout ce qui est autre chose, c'est pas ce qui fait sa spécialité. Oui, C'est, d'un autre c'est... côté, c'est pas grave. S'il Mm. fait pas du pull-up, je pense que personne va lui demander, hein. Ouais. Ouais. Et quelque part, tu vois, une mécanique assez lente, sachant que je pense que ce sera beaucoup de pick and pop. Hmm. Enfin, je veux dire, ça marche très bien, quoi, sur le pick and pop. Tu t'en as parlé un peu. Je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle vous étiez si à l'aise face à des défenses de drop un peu classiques, parce que vous aviez plein d'armes et ça en faisait partie. Mais c'est vrai que je trouve que c'est même pas un doute. En fait, je trouve que c'est pas tant un doute, je pense que c'est plus un truc enfin, qui m'excite pas dans le sens, enfin voilà, mais pas dans ce sens-là, mais plus dans le côté où, en fait, si le 40% est réel, et sachant que les indicateurs sont très bons, en fait, tu passes d'un role player qui te gagne la bataille des possessions, etc., comme on en a, et qui t'apporte du playmaking défensif, comme on en a plein, Mm. à concrètement un role player d'archi-élite en NBA. Tu vois, je pense qu'on l'avait comparé pendant l'année en texte privé à Zad, mais je trouve qu'il y a des ressemblances avec un Noah Penda. Je trouve que sur cet aspect-là, il est très très en avance, quoi. Bah ouais, moi c'est vraiment le shoot et c'est pour ça que je voulais avoir un peu l'avis d'Alan là-dessus. C'est à quel point il peut être, tu penses, entre 36 et 40 et du coup, enfin le but du 36 et 40 c'est pas de savoir s'il va les mettre les tirs, c'est plutôt de savoir à quel point tu penses que son tir va être respecté en NBA. Peut-être pas là sur les premiers mois, mais Mm. au bout de, voilà, tu vois, au bout de, là on arrive en février, est-ce que tu penses que quand il est sur le terrain, les équipes vont commencer à justement pas laisser, bah, pas mettre un roamer sur, tu vois, il joue contre Boston, Mm. qui match contre Boston, Hmm. Mazzulla adore mettre un roamer. Est-ce que tu penses qu'Allen Graves c'est le genre de joueur sur lequel ils vont réussir à laisser des roamers ou pas? Euh, la question de coach que je te dirais, c'est est-ce qu'il y aura un autre moins bon shooter que lui sur le Oui, terrain? j'ai pensé à tous les autres. J'ai pensé à l'effectif des Raptors en posant la question. Et je me suis dit, peut-être que l'effectif des Raptors est peut-être pas le meilleur Tu vois? pour mettre en avant mon point de Donc, vue. Mais bon. mais je vois ce que tu dis. Mais peut-être indirectement, il sera pas le moins bon shooter de son équipe et donc il sera pas Hmm. celui sur lequel on roam. Euh, moi, je pense que le catch and shoot va être respectable entre genre 35 et 39, 36 et 40, même plus, j'espère. De toute façon, c'est nécessaire et il le sait, hein. Il le Ok. sait, parce que toutes les équipes NBA, les équipes NBA lui ont dit deux choses, parce qu'en fait, elles lui ont dit ça, plus de volume à 3 points, et c'est vrai que sur l'année, ça doit être 2 par match. En conférence, en match de conférence, c'est quasiment 3 par match. Et la deuxième chose qu'elles lui ont dit, c'est tout ce qui est switch défensivement, euh, tenir un peu sur les plus petits. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que on mettait poste 5. Et en fait, nous, notre défense de pick and roll, c'est la défense de pick and roll de Thomas Licello. Donc, c'est le edge and plug qui est très donc en Europe. Donc, en fait, lui, il avait juste à edge, Hmm. edge fort.
En fait, sur le edge, notre meneur, il drop. Donc, il drop à la ligne des 3 points. Comme ça, tu peux pas lancer la balle sur le short roll, en fait. Ce que fait Lissalo, ce que fait en Europe Valence, ce que fait tout le monde. En Europe, tout le monde fait le edge and plug. Et en fait, lui, son rôle, c'était de blitz très fort. Et ensuite, dès que le joueur qui a la balle, le porteur de balle, il récupère la balle, tu dois courir très fort et pour aller, donc, limite dos au ballon, pour aller récupérer le roller, en fait, le mec qui roll. C'est pour ça que des fois, il avait plein de deflections comme ça, parce que Mm. en fait, en NCAA et même aux États-Unis, les edge and plug, ils savent pas encore ce que c'est. Ils pensent que c'est un edge ou un blitz. Donc en fait, ils Ouais. pensent que tu peux faire quick swing ou que tu peux envoyer la balle sur short roll. Mais en fait, le short roll, il est fermé parce que notre meneur, il drop à la ligne des 3 points et il est comme ça. Donc du coup, tu peux pas mettre la balle sur le short roll. Donc, en fait, Allen, voilà, il avait beaucoup de liberté pour blitzer très très fort. Et en même temps, après, donc, ses mains étaient super fortes pour aller un peu chercher la balle sur le porteur de balle. Et en même temps, c'était compliqué pour les porteurs de balles de soit ils devaient réattaquer, en fait tu te retrouves face à un mur et la meilleure arme que tu as c'est un pull-up. Donc pour nous ça va, si tu peux prendre des pull-ups pendant 40 minutes c'est bon. Euh, donc en fait il n'a pas vraiment pu monter, on l'a jamais fait switcher en fait, on l'a jamais fait switcher sur les meneurs. Donc c'est les choses que les scouts veulent voir, c'est plus de 3 points et switcher sur des plus petits. Donc, il sait que c'est les deux choses sur lesquelles il doit le plus bosser. Je pense que c'est les choses sur lesquelles il a été mis un peu en situation, tout ce qui est workout, sur Ouais. les workouts NBA, les 3-3, tout ce qui est 3-3, 2-2. euh, et donc, je pense que c'est les choses sur lesquelles il sait qu'il doit bosser. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup, beaucoup de 3 points et de volume de 3 points qui soient dans les gymnases récemment. Ouais, puis aux Raptors, du coup, on s'est moqué un peu de l'effectif, mais finalement, t'as aussi vraiment le truc de genre, bah, t'as une carte à jouer parce que c'est l'équipe qui manque le plus de spacing parmi les équipes compétitives, avec peut-être Houston, tu vois, mais c'est les équipes qui manquent le plus de spacing. Et c'est vrai que là, je me suis ressorti les stats que j'avais mis dans l'outil et que je t'avais envoyé. Et c'est vrai que sur les stats par 40 minutes, du coup, il fait 3 pick and pop et presque 2 catch and shoot par match. Et sur les catch and shoot, c'est 41% et le pick and pop, c'est 46%. Donc, bon, encore une fois, c'est échantillon NCA, à voir comment ça tourne. Mais ce que j'aime bien en plus sur son pick and pop, c'est qu'il a ce, ce premier jab, il est à l'aise avec le fait de je vais pas, genre si je pop pas que pour shooter. Je Hmm. pop parce qu'il y a un intérêt à ce que le défenseur soit attiré vers moi et que suite à est-ce que ça a switché, est-ce que j'ai un temps d'avance, je peux en faire quelque chose. Et je trouve que son pick and pop, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une qualité derrière de. Je vais pas. C'est pas un pick and pop de Brook Lopez où si le mec fait un bon close-out, bon bah techniquement, Hmm. Brook Lopez va relancer le ballon à quelqu'un d'autre parce qu'il peut pas faire grand-chose avec. Donc c'est vrai que le profil est top. Et tu vois, ça rejoint aussi le fait qu'un skill dont on n'a pas parlé, mais le passing, le short Mm. roll, même des séquences où il est un En peu hub. en hub, je trouve que c'est. En fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est ultra fonctionnel, c'est très très bon Ouais. et ça colle super bien avec Toronto. Tu vois, tout ce qu'on dit depuis avant, Mm. une défense qui switch beaucoup, ou même qui a un coach européen qui n'hésite pas à faire des couvertures un peu différentes selon le match-up. Des Beaucoup de zones. main à main, beaucoup de zones, beaucoup de main à main en attaque, beaucoup de mouvements, etc. Et qui joue la bataille des possessions aussi quelque part. Quelque part, je trouve que c'est intéressant. Après, il rentre parfaitement dans le moule, tout en ayant la carte à jouer de, bah, en fait, si tu apportes du shoot, tu apportes une vraie plus-value sans apporter de compromis que certains autres joueurs de l'effectif pouvaient apporter. Mm. Donc, c'est vrai que nous, enfin, on n'en a même pas discuté, mais je pense qu'on est très content d'un point de vue extérieur de le voir arriver d'un point de vue tactique à Toronto. Enfin, je sais pas, ça, tu peux me couper hein, si t'es Moi, pas d'accord. tactiquement, avec le collectif de un jeu de cut, une défense qui est moderne et des joueurs jeunes, j'ai trouvé ça cool. L'effectif, j'étais peut-être un peu frustré. En fait, vu qu'ils ont pris CMB l'année dernière, je me suis dit à quel point va y avoir des minutes qui vont lui être données parce que je pense que égoïstement, on a très envie de le voir jouer et c'est vrai que je me suis dit, Oui. bon bah voilà, Toronto, équipe qui essaye d'être compétitive, qui a déjà un rookie qui shoot pas.
mais qui a un profil très défensif, très connecteur et qui est vraiment très, très cool aussi à regarder jouer. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette sensation-là. Je sais pas comment toi, potentiellement, le choix de Toronto, c'est un truc, je sais pas comment toi tu l'as perçu en termes d'effectifs et en termes de tactique, quoi. Bah nous, on est content qu'il soit à Toronto parce que il a trouvé que c'est le meilleur workout qu'il a eu en fait. C'est bête, Ok. mais en fait, il a. Déjà, moi, j'adore Darko. Mm. Euh, non pas que je le connaisse personnellement, mais on a des amis en commun et bah, c'est vraiment déjà une très bonne personne. Et c'est un super bon coach. Partout où il est passé, tout le monde dit que c'est vraiment un excellent coach. Euh, et en fait, je pense que Allen, il colle parfaitement à l'ADN Raptors. Euh, c'est cliché, mais voilà, il est grand, il a du playmaking défensif, il est long, tu vois, il est très Raptors dans ça. Donc, moi, je pense qu'en fait, je pense que n'importe où il aurait été, même dans une équipe différente, vu qu'il influe sur les intangibles qui font gagner des possessions, qui font gagner des matchs, je pense qu'il aurait pu jouer rapidement. Donc, j'ai pas de souci pour lui, en fait. Je pense il a déjà passé une année avec nous, il n'a pas joué, en fait. Il sait ce que c'est de pas Mm. jouer. Même si c'est un niveau différent, hein, mais il sait ce que c'est d'être frustré, de pas jouer, d'avoir des gars plus vieux que lui devant lui qui jouent, même si lui pense qu'il est meilleur qu'eux, par exemple. Donc, il est déjà passé un peu par ça. Je dis, ça va être à une échelle complètement différente, et il est bien entouré. Il a la tête sur les épaules, il est bien entouré. Donc, et Toronto était son meilleur workout, apparemment. C'est là où il a vraiment tout cassé. Non pas qu'il en a eu d'autres, des très bons workouts, mais euh, les retours étaient excellents. Donc, c'est toujours bien d'aller dans un endroit où tu as workout, où ils te connaissent un peu, où il y a un bon projet. Je pense il est très raptorsien dans beaucoup de son profil. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va faire. Trop cool. Bah là, en plus, il va sûrement aller à la Summer League Ouais, ouais. Ouais, il sera pour la cet Summer League. été. Ouais, ouais. Ah, on va regarder la Summer League cette année alors. Ah, en plus, Noah Penda aussi va faire la Summer League. Là, j'ai vu avec le Magic. Mm. Lui, on lui souhaite aussi une belle deuxième année parce que la première année a dû être un peu. Je pense que jouer au Magic l'année dernière, ça devait être facile pour personne vu l'ambiance qui avait l'air de régner entre le coach et les joueurs. Donc, ouais. Là, c'est vrai que c'est cool chez Allen, c'est que tu dis, il y a quand même. Il y a eu un beau premier tour de playoff où il y a une équipe qui est quand même vraiment allée chercher. Moi, quand on a fait la prévue des playoffs avec Baptiste, on pensait pas que les Raptors pouvaient être aussi emmerdants pour les Cavs. Mm. J'ai découvert Scotty Barnes. J'ai découvert un autre Scotty Barnes pendant ces playoffs-là. Et là, maintenant, ils sont allés chercher Kawhi. C'est vrai que, ouais, finalement, en fait, maintenant qu'il n'y a plus Ingram aussi, bah, il y a plus de place pour jouer autrement. Et finalement, à l'intérieur, il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Donc, ouais, franchement, Et, ça va être une belle saison à suivre. et vous avez discuté avec lui de l'arrivée de Kawhi un peu? Non, on n'a pas discuté. J'ai discuté avec j'ai un de mes amis qui bosse dans le staff de G-League des Raptors. Donc on s'est appelé là, le week-end dernier parce que là, il gère un peu les entraînements de l'équipe pour la Summer League. Et Ok. Allen est super bon apparemment, je suis pas surpris. Mais non, non, c'est pas. J'ai juste vu qu'Allen a repartagé la story du trade de Kawhi. Donc je pense il est très content pour ça. De toute façon, lui, il aurait été content n'importe où. Il me disait, je veux juste aller à la NBA. Et voilà, lui, Ouais. en fait, ce que les gens aussi savent pas, ce qu'ils savent, c'est qu'en fait, lui, il aurait pu transférer à Duke ou à LSU pour Hmm. 5-6 millions de dollars. C'est sur les réseaux sociaux, hein. C'est que c'est l'un des seuls qui a fait le choix. Et c'est pour ça qu'il est monté à la draft, parce qu'il y a plein de Ouais. gars qui ont choisi de retourner en NCAA, en fait, pour l'argent. Ouais. Lui, il veut jouer en NBA, en fait. Il a toujours dit, il a dit, moi, je veux jouer en NBA, je veux être en NBA. Donc, quand il a su il a senti un peu l'odeur du que je peux être un premier tour de draft, il a continué à foncer, lui. Je pense que là, il est juste hyper content d'être en NBA. Mais tu lui rajoutes Kawhi, il y a Kawhi, Scotty Barnes. I mean, tu vois, franchement, ça va être cool à regarder de voir lui. S'il peut, tu vois, il va se mettre dans un coin, il va faire le hustle play. Je pense que ça peut être un vrai joueur, un vrai bon joueur de complément. Pas directement, Ouais. mais ça peut être un bon soldat des deux autres, quoi. Bah, en Et plus, ils font jouer les. Je trouve que Toronto n'hésite pas à faire jouer.
parfois des Jamison Battle qui met genre Ouais. 20 points en quatrième quart-temps dans les playoffs. Enfin, ça Même peut CMB, arriver. hein, même CMB, ils l'ont fait jouer 35 minutes sur les derniers matchs, une fois que la série a Un peu un peu tourné. basculé de leur côté, même si bon, c'est pas bien fini, mais ouais, c'est sûr qu'ils n'hésitent pas à faire jouer la profondeur. Et ce que je trouve cool, ce qui en ressort pas mal, c'est que c'est un compétiteur, donc j'imagine que lui, plus son équipe est forte, plus il est content. Donc Hmm. le fait qu'un joueur comme Kawhi arrive à Toronto, enfin revienne à Toronto, je pense que plus l'équipe est forte, mieux il se porte. Mais je sais pas, Azat, si tu avais une question encore Sur ou un Allen, moi sujet que j'avais tu fait le voulais tour sur dessus. Allen. Mais en parlant d'équipe compétitive, Santa Clara a été plutôt excellent, faut le Effectivement. dire comme ça, au point de se qualifier pour la March Madness. Donc je sais pas par où est-ce qu'on commence, mais est-ce que finalement, enfin tu nous l'avais dit, mais pour le rappeler, c'était le grand objectif du projet et de la saison. Ouais, c'était c'était le gros objectif. Ça faisait 3-4 ans on était là, quoi. On était chaque année. Pour expliquer aux gens, nous, dans la position où on est, on n'a pas énormément de cartouches dans notre barillet contre les grosses équipes. Donc si on perd des matchs contre des petites équipes, c'est mort, on est mort en fait. On n'a pas le droit de perdre contre des petites équipes. Pour ce qu'a fait la marche Manès, il y a plein de métriques qui rentrent en jeu. Et en fait, des trucs super compliqués. Et donc en fait, une mauvaise défaite, ça te tue des fois même plus qu'une bonne victoire peut t'aider. Donc Hmm. ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est augmenter notre plancher encore plus qu'on pouvait des années précédentes. Donc, ce qui pouvait éviter, entre guillemets, une mauvaise défaite un soir où tu mets pas un tir, par exemple, ou un soir où les autres équipes mettent beaucoup de tirs. Euh, Ça s'est fait par un gros accent sur la bataille des possessions, qu'on a gagné 78% des matchs, je pense. Alors que l'année d'avant, on devait être genre à 54 ou 55. J'avais fait les stats l'année d'avant, j'ai dit voilà, on a gagné la bataille des possessions 55%, et là, quand on gagne la bataille des possessions, voilà notre bilan. Quand on perd, voilà notre bilan. Et en fait, cette année, c'était la même chose. C'était exactement le même nombre, le même chiffre. On gagnait Hmm. 80% des matchs où qu'on gagnait la bataille des possessions. Sauf qu'en fait, on a gagné quasiment 80% du temps, alors qu'avant, on l'a gagné genre 52 ou 53%. Ça a été. En fait, mon head coach, il est très visuel. Il faut lui montrer les choses. Si tu lui montres les choses et qu'ensuite il sait que ça marche, ok. Donc, tu lui montres ça. Et en fait, ça s'est matérialisé par une défense beaucoup plus agressive sur la création de turnover. Une nouvelle défense de pick and roll, donc dont j'en ai parlé, la défense un peu edge and plug qui se fait beaucoup en Europe. Et en attaque, ça s'est fait sur une attaque du rebond offensif à gogo, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que le deuxième match de la saison, on met pas un tir, mais on doit prendre 25 rebonds offensifs, tu vois. On gagne le match de 10 points. Euh, et avec quelques matchs pendant ces dernières années où on shootait mieux que l'adversaire en termes de pourcentage, mais on perdait le match. Et au début, j'arrivais pas à comprendre. Il y a 3-4 ans, je comprenais pas. Et en fait, ils ont shooté 15 fois plus que nous. En fait, ça, c'était quelque chose que je voulais pas. On voulait prendre. On avait mis le chiffre à 11,5. On voulait prendre 11,5 de shoot plus que l'adversaire par match. Et ça a marché. Ce qui est fou, c'est que on a perdu tous nos joueurs d'il y a 2 ans. Ils sont tous passés pro ou ils ont transféré. On a récupéré un joueur dans le portail des transferts qui s'est avéré être notre backup meneur, mais sinon c'était que des joueurs qui étaient backup qui sont devenus titulaires, qui étaient redshirts qui sont devenus backup, qui étaient redshirts qui sont devenus titulaires. On a changé plein de trucs et ça a marché quoi. Ça nous a donné. Et l'année prochaine, ça va être la même chose. On va encore plus appuyer sur ça. C'est pour moi la bataille des possessions et l'agressivité sur le rebond des deux côtés. Ça t'offre un plancher à chaque match en fait. Chaque match, ça t'offre un plancher. Hmm. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es du coup, dans une démarche de gros pourcentage de victoires Mm. et, euh, et, euh, et, euh, ben, finalement, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu cherches. Tu cherches la chose la plus stable. Donc, ce que Mm. tu nous dis, c'est qu'il y a une plus grosse corrélation par rapport à ça, même dans la victoire, que le pourcentage à 3 points. Parce qu'en Mm. fait, si tu fais une nuit à 40%, mais que
tu prends moins de rebonds, c'est tout ça pour rien, entre guillemets. Alors que ce qui est intéressant, c'est que du coup, Santa Clara est quand même un peu un underdog. Mm. Et traditionnellement, l'idée qu'on se fait, c'est que bah, quand tu es underdog, enfin, du coup, ce que tu nous dis, c'est que c'était face à des plus petites équipes attaquer le rebond. Mm. Mais souvent, l'underdog va essayer d'avoir un gros volume à 3 points pour jouer sur des choses qui sont la variance. Et du Mm. coup, est-ce que vous aviez une approche différente dans les gros matchs que dans les petits matchs? Ou est-ce que dans les gros matchs aussi, l'accent était principalement mis sur la bataille des possessions et après on voit? Ou est-ce qu'il y avait ce côté où, bah, vu qu'on a moins de cartes, on va jouer des cartes où peut y avoir de la variance, quitte à ce que ça se passe un peu moins bien? Non, en fait, on mixe les deux. On mixe bataille des possessions avec une shot chart intelligente, entre guillemets. C'est-à-dire que Hmm. il y a 2 ans, on a changé. En fait, c'est marrant, c'est étape par étape. Tu vois, il y a 2 ans, on a changé et on a mis une shot chart complètement analytique. Donc, en fait, il y a 2 ans, demi-saison 2024-2025, euh, on était genre une des meilleures équipes à 3 points du pays et on en prenait énormément. On shootait genre à 38% à 3 points et on en prenait plus de 30 par match dans un match de 40 minutes. Donc, ça nous a amené aussi à pouvoir faire des éclats incroyables contre des équipes. Mais en fait, cette année, on a beaucoup moins bien shooté, mais on prenait toujours énormément de 3 points. On prenait toujours énormément de 3 points, beaucoup de tirs au cercle, et on avait un joueur qui était élite sur le flotteur, mais complètement élite. Donc lui, on l'a laissé prendre des flotteurs. Mais Ouais. tu ne nous verras jamais prendre des pull-ups à 2 points, ou tu ne nous verras jamais prendre des tirs qui sont peu rentables en fait. On n'a pas de superstar du mid-range ou des joueurs qui sont comme ça. Donc nous, on a allié bataille des possessions et rebond avec beaucoup de 3 points en fait. Et donc, surtout que ça aide parce qu'en fait, tu attaques le rebond offensif, et ben le tir le plus, tu as 2 tirs qui sont directement valables si tu récupères le rebond. C'est soit un lay-up sous le truc, Ouais. sous le cercle, ou alors c'est un dagger, ce qu'on appelle un dagger à 3 points. Tu tournes et on postait 2 gars sur la ligne à 3 points qui étaient là et qui étaient juste à attendre en fait. Donc, la variance, comme tu l'as dit, elle existe. L'idée de bon, on est moins fort, on va juste essayer de shooter beaucoup plus de tirs à haut pourcentage ou de choses comme ça va c'est pour aider. C'est vrai, c'est ce qu'on fait. Mais nous, on a toujours allié ça avec la bataille des positions. Euh, on veut quand même plus shooter que l'adversaire. Si on arrive à faire les deux, tu vois, on perd contre Gonzaga la finale du tournoi de conférence. Et en fait, si tu regardes tout ce qui est shot chart ou tout ça, en fait, on est exactement là où on voulait être. C'est-à-dire qu'on tire beaucoup plus qu'eux, on tire beaucoup plus de 3 points. Juste, bah, on met pas un tir, tu vois. C'est-à-dire que c'est notre troisième match en 3 jours, on est un peu fatigué, on a une grosse bataille là, le soir d'avant contre Saint-Mérise, qui était le match qu'il fallait gagner. Si on le gagne, on allait à la marche manesse quasiment. Et donc le soir d'après, Gonzaga, qui est une des meilleures attaques du pays, une des meilleures attaques de demi-terrain du pays, en fait, on est un peu là où on veut contre eux, quoi. On tire beaucoup plus qu'eux, juste on fait 9 sur 35 à 3 points, tu vois. Donc, il En y a plus, tout ça. Ouais, vous gênez bien leur star aussi sur la première mi-temps. Ike, ouais, il il a du prend un mal et tir, je tout. crois. Il prend un tir parce qu'on le double dès qu'on peut. Dès qu'on peut, on arrive avec 2 différentes techniques de doublage du poste. Un qui vient donc du meneur sur une entry pass, un qui vient sur le meneur qui arrive à un double direct. Mais il y en a aussi un autre, en fait, c'est le deuxième intérieur qui arrive directement pour le doubler. On crée un peu de confusion parce que Gramike, donc pour le nommer en college, enfin, c'est Shaq, tu vois. Genre, donc Avec un peu de toucher en avec plus. un peu de Bah, après, ça rentre toucher. pas toujours, mais en tout cas, il les prend. Il a un toucher exceptionnel quoi, sur le poste. C'est Zach Randolph, tu vois. Genre, donc en fait, et Gonzaga est exceptionnel en fait. Gonzaga, leur attaque, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est une pace incroyable. Ils arrivent high-low directement et en fait, ils font ça depuis 20 ans et en fait, tous les bigs qu'ils ont, ils te détruisent un par un. Donc, nous, ce qu'on voulait contre eux, c'était prendre plus de tirs qu'eux et créer des pertes de balles et détruire sur le rebond offensif. Et sur ce match-là, on a 49% de rebond. Attends, je regarde. On a 46% de rebond offensif, tu vois. Donc, ce qui nous permet de rester dans ce match alors qu'on met pas un tir. C'est-à-dire on perd de 9 points, on perd de 11 points, mais en réalité, à 3-4 minutes de la fin, il y a 4-5 points d'écart, tu vois. Donc, Ouais. le plancher, c'est marrant que Baptiste, t'as mentionné ça, mais ce plancher, il est venu cette année plus de la bataille des possessions que
que un peu de cette adresse à 3 points à gogo qui pourrait Hmm. nous permettre. Parce que moi, je Et pense, qui... honnêtement, à notre niveau, que ce qui est plus important par moment, c'est le pourcentage à 2 points. Je trouve que le pourcentage à 2 points est extrêmement sous-coté. Ouais. Euh, En fait, nous, on veut mettre tous nos 2 points. C'est bête ce que je dis, mais on veut pas prendre de mauvais 2 points. Un mauvais 2 points, je préfère prendre un mauvais 3 points qu'un mauvais 2 points. Euh, Parce qu'en fait, on veut prendre des tirs au cercle, on veut prendre des tirs qui sont assez rentables. Et en fait, notre pourcentage à 2 points, c'est quelque chose qui s'améliore d'année en année. Cette année, on était top 40, 45 du pays, je pense. Et c'est ça qui, en fait, t'amène un haut plancher aussi. C'est le pourcentage à 2 points, plus que le pourcentage à 3 points qui peut un peu être dicté par autre chose. Ouais. Puis t'as une maîtrise. En fait, je trouve que ce qui est intéressant dans la bataille des si t'as la variance et la bataille des possessions, mais entre guillemets, la variance par son nom, tu la maîtrises pas. Alors que Hmm. tu peux dire que la bataille des possessions, bah entre guillemets, je sais exactement ce que je fais de mes tirs. Je sais pas si je vais les mettre. Je pars du principe que je vais les louper parce que dans tous les cas, c'est la vérité du basket. Tu vas toujours plus louper des tirs que tu vas en mettre. Donc techniquement, en vrai, en partant de ce postulat-là à 3 points, tu dis bah à chaque fois que je prends un tir, il y a plus de chances qu'il rentre pas. Donc ça serait quand même bête de pas en profiter. Ce serait comme louper genre un investissement où le mec te dit dans tous les cas, il y Hmm. a plus de chances que il faut que tu ailles chercher ça parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que tu puisses pas l'obtenir quoi. Et souvent je trouve qu'il y a eu ce truc de attention à la transition, attention à la manière dont on va chercher les rebonds offensifs. Et là, ça c'est très vrai que tu vas pas bêtement juste rester là et attendre que le ballon te revienne dessus, mais avec le tag up qui arrive d'Europe. Et je Mm. pense qu'aussi, ce qui est intéressant sur un gros volume à 3 points, c'est que selon la zone où est pris le 3 points, tu commences à avoir aussi un peu d'informations sur où est-ce qu'il faut te positionner et ta manière de faire du tag up. Et je trouve que le rebond offensif a un peu le. Pour l'instant, peut-être qu'il n'est pas assez compris techniquement dans le sens où c'est pas juste des mecs qui courent après un ballon quoi. Il y a Mm. vraiment une réflexion de pourquoi on le fait, comment on le fait et comment on fait pour se protéger du moment où bah, potentiellement on va. En fait, le rebond offensif, c'est comme on en avait parlé avec Yanis, on avait fait un podcast sur les liens entre le foot et le basket. Et tu vois, c'est un peu ce truc de rest defense et de marquage défensif où en fait, bah, je sais pas si c'est comme ça que vous faites vous chez vous, mais il y a un peu ce truc-là de on fait du marquage et en même temps du rebond offensif et du Mm. coup, potentiellement, dans tous les cas, il y aura une bonne conséquence à ce qu'on est en train de faire après avoir pris notre tir qui a Mm. plus de chances d'être loupé que d'être mis, quoi. Il y a donc le tag up, ce que tu as dit. Donc le tag up, créé par Aaron Ferns, qui est un néo-zélandais ou australien, et qui est partout en Europe maintenant. Cette technique, en fait, qui est parfois limite plus une technique de transition défensive que de rebond offensif, hein, Mm. honnêtement. Ouais. Pour les gens qui ne Hmm. savent pas, euh, au basket, souvent on pense qu'on va dire 1-2, vous repartez en arrière, et 3-4-5, vous jouez le rebond offensif. Et en fait, c'est ça, c'est un peu 1000 l'un, 1000 l'autre. Un peu tu joues le rebond offensif et un peu tu prépares ta Hmm. transition défensive. C'est un peu, en fait, moi je déteste ça. Je trouvais que ça avait pas vraiment de sens. De 1, t'étais pas vraiment super bon en transition défensive. Les chiffres le montraient, les Hmm. clips le montraient. Et tu jouais pas vraiment le rebond offensif non plus, quoi. T'allais à 3 contre 5. Donc tu gagnais un peu, tu gagnais nulle part, en fait. Et Ouais. donc, en Ouais. fait, en parlant avec pas mal de différents coachs. La dernière Summer League, j'ai échangé beaucoup avec Guillaume Vizade, qui bossait avec les Clippers pour la Mm. Summer League. On a parlé un peu d'autres coachs en France qui le font aussi. Euh, et puis des coachs un peu en Europe, tout ça. Et en fait, on a fait le tag up. Et en fait, on avait deux modes en fait. On avait le mode, parce que comme un ami à moi, Espagnol, m'a dit, sur le tag up, tu acceptes de payer la taxe en fait. Tu acceptes que chaque match, il y a peut-être un rebond long qui va se transformer en un lay-up, voilà, pour l'adversaire. Et en fait, tout le monde va se rappeler de ça, il va être en mode, ah, tu vois, ça c'est terrible. Mais en fait, Comme le roamer à 3 points. C'est un peu exactement. le même truc, tu vois. Tu te rappelles pas les 3 4 fois, en fait, bah, tu as récupéré une ballon de rebond offensif grâce à ça, et tu la ressors direct et tu as un panier à 3 points, ou tu as un lay-up. Donc, ça, numéro un. Mais en fait, on avait deux curseurs parce qu'en fait, en NCA, ce que j'ai analysé assez rapidement, c'est que beaucoup d'équipes veulent pas courir en fait. Donc en fait, elles veulent pas courir. Donc Hmm. tu peux vraiment envoyer 5 Hmm. agressifs sur ton tag up. Si tu récupères pas le rebond,
elles vont quand même donner la balle au meneur et ça va y aller tranquillement. Et en fait, là, tu perds rien en fait. Tu perds un peu juste si tu joues contre une équipe qui veut courir. Oui, peut-être que tu peux avoir un mode de tag up un poil moins super agressif. Euh, Nous, dans l'année, on a eu un peu ce yo-yo une ou deux fois, et en fait, à la fin, on a juste lâché les chevaux. On a dit, voilà, faut y aller. La plupart des équipes veulent pas courir. Les stades de pace et de transition sont assez faibles. Euh, Peut-être qu'on Ouais. va se faire punir une ou deux fois, mais voilà, faut y aller en fait. Donc, ce que je pense le plus important, c'est d'expliquer aux joueurs en fait que c'est pas grave si une ou deux fois on récupère les autres équipes vont récupérer un lay-up. Voilà, faut pas qu'ils aient ça en tête et qu'ils jouent avec la peur en fait. Voilà, Mm. ça fait partie du jeu. Et, et ce qui est intéressant, c'est que aussi les équipes qui jouent vite sont aussi quelque part les équipes qui sont les plus faibles au rebond défensif parce qu'elles vont mettre beaucoup de projections et de courses vers l'avant. Mm. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a pas mal de matchs ou de choses comme ça où tu te rends compte, avec l'exemple par exemple de Houston ou l'année dernière, je me souviens de la série Knicks Pacers, où en fait les Knicks, en attaquant durement le rebond offensif, ont fait que les Pacers se projetaient presque à un seul qui était Siakam, et ça a marché parce que Haliburton était un passeur génial, mais il y avait cette notion aussi de pré-tag up sur Mitchell Robinson, etc. Et il y a ce côté où finalement tout ça pour dire que le rebond offensif agressif peut aussi avoir un côté bouclier de ta transition sur certaines actions, quoi. Mm. Mm. Beaucoup d'équipes qui veulent courir, elles veulent pas être gérées là, une guerre de rebond défensif. Elles veulent rebond facile, up, et voilà. Ce qui est très Ouais, bien en fait avec le tag up, c'est que le tag up se met directement ensuite avec ta transition défensive et t'as un peu ta presse souterrain, tu vois. Parce qu'en fait, tu es là directement pour stopper l'adversaire. Et en fait, nous, Gonzaga, c'est une des paces les plus forts du pays. On a vraiment réussi. On n'avait pas gagné les matchs, encore une fois, mais on a réussi à les ralentir. À les ralentir. Et en fait, leur coach, il a dit en interview après le premier ou le deuxième match, il a dit voilà, c'est très compliqué pour nous de courir contre eux parce que ils nous étouffent dès le début, en fait. Donc, ouais. ce qui tue, c'est les pertes de balles. Vraiment, pour étudier ça depuis 3 4 ans, là, c'est un mauvais tir. Je pense qu'avec le tag-up maintenant et rebond offensif, on peut gérer ça Mm. un peu. Perte de balle, tu peux vraiment rien faire. Perte de balle et lay-up raté, c'est les deux choses où vraiment, en fait, il n'y a plus de règles. En fait. Il n'y a plus de règles et malheureusement, c'est compliqué. Tu vas sûrement laisser à l'adversaire un bon tir pour eux. Là, c'est les deux éléments Mm. qu'il faut continuer à vraiment. Il faut mettre tout tes lay-up, finir fort au cercle et il faut pas perdre la balle. Et d'où l'envie de provoquer des pertes de balles aussi, finalement. Exactement. Parce que si c'est punissible pour toi, bah, ça veut dire que ça l'est complètement Exactement. aussi pour l'adversaire, quoi. Ouais. Mais il y a un truc que je trouve qui est bien dans le tag up aussi, et même pour des. Je me dis pour des jeunes, tant que tu parlais de l'inculquer aussi, il y a un peu un truc collectif de si on le fait bien et qu'on le fait à 5 ça va fonctionner. Et il y a un peu ce truc-là de par contre, il faut que ce soit fait à Ouais, 5 et il faut que ce soit fait ensemble parce que c'est Ah, un truc qui marche que si tout le monde le fait. Et je trouve que dans des équipes de jeunes, c'est quand même un super moyen aussi de créer. Enfin, je dis jeunes, mais en fait, dans n'importe quelle équipe, mais je trouve que c'est un bon moyen de créer un peu une cohésion et aussi un sens des responsabilités de à partir du moment où le shoot il est parti, on a tous la responsabilité de rentrer dans notre tactique défensive alors que le ballon est techniquement encore en notre possession parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et que c'est comme ça que bon, on va peut-être récupérer la possession et qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et je trouve que les analytics, parce que du coup en vrai quand même le tag up et le rebond offensif, la bataille des possessions, c'est un aspect très analytics. Bah il y a cet aspect collectif là en fait. Il y a cet aspect de ça marche que si c'est un truc d'équipe mm, et ouais, j'avoue que j'aime le basket parce que c'est un sport collectif, c'est un sport bah, de cohésion et que bah, ouais, le tag up c'est une sorte de certaine chorégraphie de tu dois aller trouver ton partenaire de danse en face de l'autre couleur pour que justement nous on puisse exécuter notre chorégraphie au mieux et récupérer notre ballon. Et ouais, je trouve que c'est cool aussi dans ce sens bah ouais, collectif et c'est pas un effort individuel, ça invite vraiment tout le monde à rentrer dans le jeu dès le début. Et voilà, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance peut-être dans les résultats, mais peut-être je me dis dans la cohésion chez les jeunes, ça peut peut-être un peu plus les embarquer dans un projet au début, quoi. voilà, si une personne ne fait pas son travail, les quatre autres
ça marche pas en fait. Pour ça qu'en fait, on le travaille tous les jours. Tous les jours, tu dois le travailler. Hmm. Parce qu'en plus, c'est contre nature de ce qu'on a Ouais. souvent appris aux joueurs plus jeunes, surtout les extérieurs. Mm. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Et c'est quelque chose qui est, ça mérite, ça demande coordination, communication et force mentale et physique. Donc, ouais, on l'a souvent dit entre nous, entre coachs cette année, on était un peu plus dur, dur physiquement, dur mentalement, parce que voilà, on demandait à nos joueurs de l'être possession après possession. Donc, non, tu as raison, c'est quelque chose qui renforce la dureté d'une équipe, je pense. Et qui est peut-être un message qui est assez simple à faire passer aussi, dans le sens où bah, c'est marrant parce que tu disais avec Allen, il se considère comme juste un mec qui fait des winning plays, etc. Mais en fait, il fait un truc ultra analytics. Bah, j'imagine qu'à l'échelle d'un collectif et d'une équipe, c'est aussi vachement plus simple à communiquer, quoi. Hmm, clairement. Mais c'est marrant, ça me fait penser aussi, en fait, la description que tu as fait un peu de Santa Clara, ça me faisait vachement penser à ce que font les Knicks, en fait. Où j'avais regardé, et sur l'ensemble des playoffs, la bataille des rebonds, ils l'ont jamais perdu, et ils ont fait au pire égalité. Et tu as ce truc de la double lame de la variance à 3 points, Et et en finalement, plus, il y a un peu ce truc de la variance à 3 points, tu pourras jamais, mais comme tu as dit, quelque part, les matchs contre Gonzaga, c'est comme des victoires presque, parce que tu es là où tu veux et tu as réussi ton plan de jeu. Hmm. Mais, euh, mais du coup, peut-être on peut parler du match du 20 mars 2026. Ah, Et peut-être avant de parler du match en lui-même, juste peut-être un point de vue plus histoire et comment tu l'as ressenti émotionnellement finalement d'aller à la March Madness. C'est ouais. quand même un événement qui, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, c'est plus gros que les playoffs, quoi, limite. Hmm. Donc comment tu l'as vécu un peu? Bah, c'était dingue, c'était dingue. Après, moi, j'ai beaucoup de missions cette année, ils m'ont mis sur pas mal de choses, de tout ce qui est voyage et coordination de certains trucs. Donc, dès l'annonce de là où on jouait, contre qui on jouait, il fallait que je bosse sur certains aspects. Donc, c'était très professionnel. Euh, mais c'était ouf. C'était comme je l'imaginais et encore mieux, en fait. T'arrives, t'as toute l'université qui vient avec toi sur le match. T'es logé dans un super cool hôtel. Donc, on était à Saint-Louis en plus, donc c'était vraiment au bout du pays, donc ça faisait vraiment voyage, tu vois. Euh, Entraînement avec les caméras, interview, ça faisait pour plein d'autres grosses facs, c'est peut-être à quoi ils sont habitués. Mais nous, oui. ouais, ça faisait un peu la Ligue 2 qui est en Coupe de France, tu vois, et qui arrive très loin dans la compétition, tu vois. Donc mais c'était cool, mais en même temps, on se sentait à notre place, tu vois, parce que on avait fait la saison qu'on avait fait. Dès qu'on joue contre des high majors, donc des grosses facs, entre guillemets, chaque année, on a un bilan positif depuis 7 ans. Donc on les bat plus qu'elles ne battent. Elles ne veulent pas nous jouer. Dès qu'on essaie d'en jouer certaines, elles ne veulent pas nous jouer. Donc on se sentait à notre place, on sentait qu'on pouvait gagner le match et qu'on allait le gagner. D'ailleurs, on l'a gagné, parce que avant ce tir du milieu du terrain, le match, on l'a gagné en fait. Mais mais non, en vrai, c'était super cool. C'est terrible. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, tu peux raconter même comment vous ça s'est passé pour je sais pas, la dernière minute, mais c'était un super match de basket. En plus, Kentucky, c'est C'est quoi? C'est le plus gros budget? Peut-être pas le Ouais, plus gros, mais ouais, c'était le plus Non, gros c'est un budget. gros budget, ouais. Après, ils avaient deux de leurs plus gros joueurs du budget qui jouaient pas, tu vois. Donc Jalen Quaintance qui s'est fait drafter par San Antonio et après, il a pas Jalen beaucoup Lowe. joué Mais c'est quand même, ouais, c'est un budget qui était 9 fois supérieur au nôtre quasiment, 8-9 fois, tu vois. Hmm. Ouais. Et du coup, ouais, pour faire, on va dire, le factuel, donc le match était très serré, et donc finalement, à 1 seconde 4 je crois, vous menez. Mm. Puis, et donc là, je vois qu'il y a 1,4% de chance de Kentucky de gagner le match à ce moment-là. Mm. Et finalement, c'est parti en prolongation, et, Mm. et c'est un peu, Ah, tu sais, Allen c'est un peu Graves, il a passé comme mis ça. 3 points, hein. Les gens, ils Oui, parlent de juste tir, mais avant, ouais. pick and pop, bam, il le met. Sur quoi je suis le plus frustré, c'est que 3-4 possessions avant, on mène de plus 2. Il y a un espèce de. La balle, la balle elle est au sol en fait. Et
Et en fait, il y a un des joueurs de Kentucky. Personne n'a possession du ballon, mais il y a un des joueurs de Kentucky qui appelle un temps mort et il lui accorde le temps mort, tu vois. Et c'est pour moi. Et en fait, ça, ils auraient pas dû avoir la balle, tu vois. Encore une fois, la Hmm. bataille des possessions, elle est partout. Chaque fois. Euh, Après, voilà, ils récupèrent la balle, ils scorent, ils égalisent. En 9 secondes, on n'appelle pas de temps mort, comme on fait à chaque fois. On veut jouer directement. On arrive avec un drag en transition, pick and pop, on le met. Et en fait, là, on essaie d'appeler un temps mort, mais ils nous le donnent pas, tu vois. Et en fait, tu vois notre coach, c'est comme ça. Tout le monde nous en a parlé en plus après. Nous, on dit pas que c'est pas à cause de ça qu'on a perdu, mais on appelle Oui, le temps mort et parce qu'on veut un peu, mettre en place notre défense. On veut discuter de si on veut faire faute, tu vois. On est à plus 3, Hmm. on est à oui. plus 3 une seconde, tu vois, on se demande, tu vois. Moi, je suis toujours un proponent de faire faute, tu vois. Mais dans mon staff, il y en a d'autres qui veulent pas, tu vois. Donc c'est normal, tu vois. On peut en discuter, ok. C'est pour ça qu'on voulait appeler le temps mort. Et après, voilà, il met le tir du milieu du terrain. Et après, en prolongation, on est toujours dans le match, mais physiquement, on est un peu moins au top, donc on le perd. Honnêtement, il y a plus de positifs que de négatifs qui ressort de ce match depuis 4 mois. C'est Tu vois, vrai? ouais, pour le C'est bien recrutement, ça. tout le monde a vu, tout le monde a vu le match, tout le monde a Ok. vu qu'on était dans le match, qu'on était Kentucky, parfois même meilleur. Euh, donc pour le recrutement, pour tout ça, ça nous aide beaucoup. Après, juste pour le moment, t'es en mode super. Et en plus, après, tu pouvais jouer à Iowa State avec Josh Jefferson Oui, qui blessé. était blessé. Donc tu te dis, on sait jamais, tu vois, un peu de variance, on sait jamais, et t'arrives au Sweet 16, tu vois. Donc, Et sachant que, ouais, je crois qu'Iowa State a mis une tôle monumentale à ouais, il est en Kentucky il est en aussi. une pole complète, et ensuite Iowa State a perdu contre Tennessee, tu vois. Donc, Ouais. mais voilà, mais en vrai, c'était super cool. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Santa Clara, notre staff, ça fait à peu près 5 6 ans qu'il est ensemble, tu vois. Et qu'on est très bon, on est reconnu par tout le monde, mais là, c'est un peu sur la stage, la scène elle est encore plus décuplée, tu vois. Parce qu'en plus c'était le premier match de la journée, donc il y avait que celui-là, tu vois, donc c'était sur Hmm. CBS, donc tout le monde a regardé le match. Donc Hmm. ça nous donne beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais c'est vrai qu'en fait, mais en plus son tir, il le met avec la planche et moi je suis derrière et vraiment le tir il est à gauche, il est vraiment pas du tout en ligne, tu vois, donc c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Peut-être que dans 10 15 ans, je serai de l'autre Ouais. côté du jeu, on mettra Ou un tir peut-être l'année prochaine. peut-être l'année Peut-être l'année prochaine. prochaine. Peut-être, ouais, pour boucler un peu tout ça, ce serait quoi les objectifs pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez déjà établi ce que vous vouliez faire ou pour l'instant vous êtes toujours au recrutement? Vous avez gardé certains joueurs que vous vouliez garder, le roi de la bataille des possessions notamment. Ouais, on a gardé certains joueurs qu'on a gardés. On a perdu quelques joueurs parce que c'est la réalité Oui. de la NCAA aujourd'hui. C'est que, surtout nous à notre étage. Je disais sur First Team avec Erwan et Thomas, mais nous on est un peu Porto, tu vois. Porto, Benfica, Monaco. Non pas Hmm. on veut faire du trading, mais indirectement on est dans ça. C'est-à-dire qu'on va se faire piquer nos meilleurs éléments par les plus grosses facs qui ont un plus gros Mm, budget. Et nous, il va falloir qu'on aille trouver des joueurs dans les plus grosses facs qui jouaient pas et qui mm, peuvent un peu nous aider, tu vois. Donc, on a gardé quelques joueurs qu'on voulait. On a des redshirts qui vont prendre de l'importance, mais encore une fois, voilà, on a perdu 4 de nos 5 joueurs du 5 de départ sont partis. Donc, il va y avoir un ajustement. Mais je pense que ce qu'on fait, notre culture et notre tactiquement, ça nous apporte vraiment un haut plancher chaque match. Donc je pense que l'objectif, ça reste le même, c'est de retourner au tournoi l'année prochaine. Il y a pas moins que ça, tu vois. trop bien. Bah écoute, moi j'ai pas plus de questions. Je sais pas si Baptiste, si vous voulez ajouter quelque chose pour finir. Non, bah, à part qu'on vous souhaite de faire mieux. De faire mieux. Et avant, je voulais dire qu'au moins, vous avez pas fait ce que Nebraska a fait au Mm. tournoi, enfin, à la NCAA, à la March Madness, Mm. où ils sont retournés à 4 après un temps mort Mm. sur le terrain. Mais non, bah, du coup, tout ça pour dire que je pense que franchement, on en a pris plein les mirettes avec Azad. Ouais, on est Et grave content. Ouais, moi j'ai rarement suivi la NCA autant que cette saison. Mm. Et c'est du coup, clair. c'est cool. Là, c'est la troisième fois, je pense, que tu viens du coup faire un petit passage Mm. estival. Et du coup, bah ouais, nous, on va continuer à suivre de plus en Et, plus Santa Clara. Et puis, on fera et- l'épisode 4 dans un an, hein. exactement. Et ce qui est assez ouf, c'est de voir qu'il y a une évolution majeure chaque année, que ce soit tactiquement, dans les résultats,
dans tout. Bientôt un top 10 de draft à Santa Clara aussi. On vous le souhaite. Mais non, franchement, je pense qu'on est d'accord. On est devenu en vrai, avec Haddad, on se le dit pas, mais on est devenu un peu des broncos, quoi, aussi. Si jamais un jour on fait assez d'argent avec la YouTube Money, on ira jusqu'à Santa Clara voir un match, Avec voir un plaisir. match contre Avec plaisir. Gonzaga. Avec plaisir. Trop cool. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis du coup, on se retrouve très vite probablement pour parler de l'intersaison ou Encore une fois. peut-être de joueurs qui ont été draftés. Peut-être qu'on fera même une vidéo sur Allen Grave pour accompagner un peu le podcast, ça pourrait être cool. Donc voilà, merci à tous et à très vite. Et merci Alan. Merci à vous.